Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le début officiel de l'été approche à très très grands pas. Je sais que le mois de juin c'est toujours un mois un petit peu dense, donc j'espère que vous tenez le coup avant de prendre vos vacances et que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, j'aimerais faire un épisode 100% orienté prospection et plus spécifiquement, j'aimerais vous partager ce que j'appelle un peu l'un de mes petits hacks de prospection. Et si une autre façon de prospecter existait, je vous en parle tout de suite. Alors, comme je le disais en intro, si vous écoutez cet épisode, c'est probablement parce que vous vous reconnaissez dans cette situation où vous avez commencé à prospecter, vous êtes en train de le faire, mais vous ne récoltez pas les graines de ce que vous êtes en train de semer. En tout cas, soit vous êtes proche de carrément zéro résultat, vous n'avez absolument aucun résultat en lien avec votre prospection, ou les résultats ne sont pas suffisamment satisfaisants à votre goût. Et donc, c'était pour ça que je voulais vous faire cet épisode, parce que c'est pas une fatalité, bien au contraire. Donc déjà, pour commencer, si vous n'avez pas de résultat, n'arrêtez pas ce que vous faites. Juste, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Et donc l'idée de cet épisode, c'était aussi de, vous déporter un peu le regard, de vous proposer peut-être une autre solution de prospection, celle que moi-même j'ai faite aussi, parce que tout ce que je vous dis dans mon podcast, encore une fois, c'est testé et approuvé. J'ai été moi-même UX UI designer pendant 10 ans freelance, donc je sais de quoi je parle. Et donc voilà, peut-être que cette technique-là vous fera écho et vous permettra d'obtenir enfin des résultats pour votre prospection. Alors on va rentrer directement dans le sujet. Déjà, pourquoi vous n'obtenez pas de résultats ? J'aimerais qu'on se pose cette question. Pourquoi aujourd'hui, quand vous prospectez, vous n'obtenez pas de résultats ? Je pense que la première chose à vous dire, c'est que probablement vous faites une prospection comme tout le monde. Vous faites cette prospection que tout le monde fait. Vous appliquez les mêmes techniques que l'immense majorité des personnes, à savoir contacter la boîte mail généraliste d'une entreprise, contacter le CEO, le fondateur de la boîte, la fondatrice, la directrice, etc. Donc, en fait, pour commencer déjà, dites-vous que peut-être votre méthode de prospection, elle est similaire aux autres. Et donc, si elle est similaire aux autres, qu'est-ce que ça nécessite pour vous dans votre prospection ? Eh bien, ça nécessite d'être très bonne dans le copywriting du message que vous envoyez, de savoir être très différenciant dans vos mots, dans ce que vous pouvez dire, d'avoir un bon profil public, donc un profil LinkedIn bien soigné, un site bien soigné, tout qui est bien soigné, un positionnement aussi qui est très clair, on sait exactement ce que vous proposez, à qui, pourquoi, comment. Donc ça peut fonctionner, je ne dis pas que de contacter les personnes que tout le monde contacte, ça ne peut pas fonctionner, mais ça vous oblige, il est vrai, à être très bonne dans tous les points que je viens d'évoquer. Donc si vous n'obtenez pas de résultats sur votre prospection, il y a deux causes possibles. Donc soit vous n'êtes pas suffisamment bonne dans l'accroche, donc c'est ce que je disais, par accroche j'entends par message, positionnement, profil. Là je ne vais pas en parler aujourd'hui. Ou l'autre cause possible, c'est que vous ne parlez pas à la bonne personne. Il est fort probable de toute manière que vous rencontriez ces deux problèmes en parallèle. J'ai déjà pas mal parlé de cette première cause, donc à savoir comment vous distinguer des autres designers. Je vous invite vraiment à aller écouter l'épisode de ce podcast-là parce que c'était très intéressant. Donc je vais vous mettre le lien de l'épisode dans la description. Donc ça c'est le sujet du positionnement et du fait de se distinguer, mais je sais aussi que beaucoup de personnes, et j'en fais partie, on parle beaucoup de ça. On parle volontiers de ce sujet-là, de se distinguer des autres, etc. Mais je voulais, comme je disais en intro dans cet épisode, qu'on déporte un peu notre regard sur la deuxième cause, à savoir de ne pas parler à la bonne personne. J'aimerais ensemble vous inviter à vous poser cette question
est-ce que vous parlez bien au bon interlocuteur dans votre prospection? Est-ce que finalement, votre problème de prospection n'est peut-être pas aussi en lien avec le fait de ne pas contacter les bonnes personnes? Posez-vous déjà cette question. Quel est le bon interlocuteur pour votre prospection? Souvent, on a tendance à faire un raccourci assez simple. On se dit, l'interlocuteur pour ma prospection, c'est nécessairement celui avec lequel j'ai envie de bosser. Quand on fait ce travail de positionnement, quand on étudie, et c'est probablement votre cas, vous l'avez déjà fait, vous avez étudié vos personas, votre client cible, la mission que vous aimeriez faire, comment, vous avez étudié tout ça, vous savez, vous visualisez déjà cette personne-là, et donc vous vous imaginez déjà s'adresser directement à elle. Ça nous paraît assez évident de se dire ça. Parce que vous êtes persuadé que la valeur que vous apportez, c'est pour cette personne-là, finalement, en l'occurrence. Donc, dans notre cas, en tant que designer, souvent la personne à laquelle on va penser, ça va être le CEO, le CTO, le ou la chef de projet, le ou la responsable com. Donc voilà, c'est des fonctions un peu comme ça qui pop. Et je suis sûre que vous voyez de quoi je veux parler, et je suis sûre que dans vos personas ou dans vos interlocuteurs principaux sur la prospection, il est très probable que cela soit listé. Le truc, c'est que ce sont des personnes qui sont souvent très sollicitées. Pourquoi ? Parce que ce sont des professionnels qui gèrent une multitude de sujets au sein de l'entreprise. Ce sont des fonctions décisionnaires. C'est normal qu'elles aient plusieurs sujets à traiter au sein même de l'entreprise. Donc, par conséquent, c'est évident que cette personne qui est dans votre cible, qu'elle soit aussi la cible d'autres métiers pour cette prospection-là. Je pense par exemple aux copywriters, aux experts en réseaux sociaux, les SEO, les business développeurs, les commerciaux salariés qui vendent par exemple des logiciels de compta, de gestion de projet. En fait, ils sont sursollicités naturellement parce qu'ils brossent le tableau assez large de plein de domaines. Donc ils se font prospecter naturellement. Ce qui, encore une fois, pour moi, ne veut pas dire qu'il ne faut pas les contacter. Là, le propos que j'ai sur ce podcast-là, ce n'est pas de vous dire de ne pas les contacter, de ne rien faire, de lâcher complètement ces interlocuteurs-là, d'oublier qu'ils peuvent être intéressants pour vous. Vous pouvez avoir des réponses positives aussi de ces personnes-là, mais gardez bien en tête que la difficulté est plus élevée. C'est naturel, je viens de vous l'expliquer, mais dites-vous bien que la difficulté est plus élevée qu'avec d'autres interlocuteurs. Donc mon premier conseil serait de déporter votre regard en vous posant la question toute simple, qui d'autre au sein de l'entreprise pour laquelle vous avez envie de travailler, serait une personne moins sollicitée et qui pourrait être une personne ressource, levier, dans le but d'acquérir cette mission. Par exemple, qui est en contact de façon quotidienne, hebdomadaire, peut-être même mensuelle, avec le décisionnaire, le CTO, le responsable com. Je vais vous donner un exemple tiré de mon expérience passée en tant que UX designer freelance. À l'époque, il y a de ça plusieurs années, je voulais approcher une agence mondialement connue, l'agence Frog Design, donc, que vous connaissez peut-être, c'est vraiment une agence très très connue de façon mondiale. Ils ont des antennes un peu partout dans le monde. Ils sont très connus, ils sont reconnus aussi, ils ont gagné beaucoup de prix, enfin voilà, il y a vraiment ce truc de... Ils pèsent dans le game du design. Et en plus, dans mon cas, l'agence que je souhaitais approcher était italienne. Donc autant vous dire que c'était encore plus compliqué parce que moi je ne parle pas italien, je ne suis pas italienne. Donc voilà, il y avait encore ce truc qui rajoutait à la complexité de la chose. Donc je voulais bosser pour eux. J'aurais pu tenter de contacter la Head of Design de l'agence. Elle était présente sur LinkedIn, par ailleurs elle communiquait pas mal, donc j'avais peut-être toutes mes chances. Mais moi j'ai choisi une autre piste. J'ai choisi d'aller contacter un autre designer qui était salarié de l'entreprise. Et, en l'occurrence, qui du coup n'avait pas de fonction décisionnelle. Pour moi, c'est quelqu'un qui avait une charge mentale moindre. Alors, je dis pas que cette personne ne faisait rien dans la boîte et qu'elle se la coulait douce, tranquille. Mais
J'entends par là que la majorité de son quotidien, ce n'était pas de prendre des décisions, c'était de délivrer. Délivrer du design, produire, et donc elle était vraiment dans cette fonction-là, full focus là-dessus. Elle prenait pas la parole sur LinkedIn, enfin voilà, il y avait vraiment ce truc de je fais ce pourquoi on me paye, et c'est très bien. Je lui ai alors parlé, en lui envoyant un message sur LinkedIn, de mon envie de rejoindre l'entreprise en tant que freelance, d'avoir une mission pour eux, en tout cas d'avoir envie profondément de travailler avec cette entreprise. Je savais pas comment m'y prendre. Je lui disais ça, je lui disais que je ne savais pas comment m'y prendre, que j'imaginais bien à quel point ils étaient sursollicités, vu la renommée de l'agence. En fait, si vous voulez, le fait de m'adresser à quelqu'un de mon niveau, je me suis sentie beaucoup plus libre dans l'expression de mes pensées. Je me mettais beaucoup moins de pression aussi à avoir une certaine posture. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Quand on prospecte, on se met dans un certain costume, ce qui est parfois nécessaire. Mais là, en fait, j'ai un peu lâché le masque et j'ai été juste moi-même. Et en fait, c'est grâce à ça aussi que j'ai réussi à, 1, faire un message qui sortait du lot, parce que c'était clairement le cœur qui parlait sur ce message-là que je lui ai envoyé, et 2, ça m'a permis d'avoir un premier point de contact dans l'entreprise. Suite de l'histoire, 15 jours après, je rencontrais la Head of Design en visio, et je crois, un mois plus tard, je commençais une mission chez eux. Donc mon conseil, c'est tout simplement de faire la même chose. Voilà, c'est très simple, c'est le cœur du sujet ici sur cet épisode. Allez contacter des pairs ou des collègues potentiels. Des personnes qui bossent dans l'entreprise, qui font des métiers complémentaires aux vôtres. Ça peut être des développeurs, des social media managers, des product owners, des product managers. Ça peut être des fonctions support, des personnes en charge de la relation client. Soyez vraiment brossés large. En tout cas, ne cherchez pas à atteindre le ou la décisionnaire le plus vite possible et à tout prix. C'est souvent ce qu'on se dit. Il y a beaucoup de conseils business là-dedans, disant la prospection, ça doit se passer avec le ou la décisionnaire. Vous devez y aller, bim, direct. C'est ça que vous devez aller travailler pour plus d'efficacité, etc. Eh bien moi, je vous conseille de passer par la petite porte. Je vous ai donné cet exemple-là et j'en ai eu d'autres, des missions comme ça que j'ai pu obtenir. C'est vraiment un hack pour moi qui peut vous aider profondément à avoir des résultats pour votre prospection. L'un des prérequis, en revanche, pour cette technique-là, c'est d'accepter que la prospection est un temps long, qu'il doit se faire sur un temps long. Naturellement, si vous ne vous adressez pas à la personne qui est décisionnaire, ça va prendre peut-être plus de temps, parce que votre premier interlocuteur vous transférera même peut-être vers un autre interlocuteur qui ne sera toujours pas le décisionnaire, mais cette personne-là avait pensé à cette autre personne pour vous donner des conseils. Donc ça va peut-être, votre nom va peut-être circuler un petit peu dans l'entreprise, mais toujours pas remonter, si je puis dire, à la source. En tout cas, ça peut prendre un peu plus de temps. Et donc moi, je trouve que c'est aussi un bel enseignement que la prospection, et notamment quand on décide de passer par la petite porte, c'est accepter que c'est un travail de fourmi. Et j'aime trop cette idée, en fait, de visualiser aussi ce travail de prospection comme un travail de fourmi. Ça ne sert à rien, parfois, de viser extrêmement haut en se disant « je donne toute ma vie, je donne tout ce que je peux, toute mon énergie sur un message envoyé. » C'est genre vraiment le truc un peu pesant. Finalement, je trouve ça beau aussi de se dire que les résultats en prospection arrivent aussi quand on fait preuve d'humilité. En se disant que chaque petit pas, chaque contact, chaque message qui est reçu, chaque lien créé, c'est un premier résultat. C'est un travail de fourmi, mais c'est beau aussi de voir qu'on avance petit à petit. Boire un café sur la pause déj avec une responsable RSE de l'entreprise pour laquelle vous aimeriez travailler en freelance, pour parler de son quotidien avec elle, c'est déjà super. C'est déjà un très bon premier pas. Faire une visio de 30 minutes avec un développeur qui vous explique qu'il n'a aucune idée des process de recrutement des freelances en interne, mais qu'il va se renseigner et qu'il vous tient au courant dans les semaines à venir, c'est super. Partagez votre portfolio à une designer en interne pour qu'elle vous donne des conseils sur ce qu'il faudrait peut-être mettre davantage en valeur
pour mieux matcher avec les besoins de l'entreprise, c'est génial aussi. Et c'est déjà une action. Acceptez que tout ce que je viens de dire, c'est de la prospection. En plus de ça, le bénéfice, c'est que pour moi, vous avez une posture différente qu'une prospection assez frontale. Vous serez plus à l'aise. Vous allez voir que vous serez plus à l'aise parce que ce travail de fourmi vous met dans une posture, comme je disais, d'humilité, je dirais presque de vulnérabilité, mais dans le bon sens du terme. Vous vous mettez moins la pression. Vous vous dites pas, c'est le SEO de la boîte en fait. C'est quelqu'un qui travaille dans l'entreprise. C'est plutôt un ou une collègue potentielle. Et donc je trouve que c'est tout bénef. En fait, vous faites de la prospection quand vous faites ça, mais vous vous en rendez moins compte. Donc la conclusion de cet épisode relativement court mais impactant et efficace, c'est que si actuellement vous n'obtenez pas des résultats dans votre prospection, eh bien pensez à passer par cette petite porte. Réfléchissez aux autres interlocuteurs ou interlocutrices avec qui vous pourriez échanger et qui pourraient être des personnes ressources pour vous. Demandez-vous en quoi ces personnes peuvent être des leviers dans votre prospection. Et plus généralement, je terminerai par ça, mais enlevez-vous de la tête que la prospection, c'est absolument une chose qui doit être imposante, brillante, originale, performative, un côté un peu retour sur investissement, côté un peu capitaliste plus là-dedans. Elle le peut, bien évidemment. Il y a aussi, ça c'est sûr, je ne vous dis pas encore une fois de ne pas le faire, mais d'autres voies sont possibles, je vous assure que d'autres voies sont possibles, et que la petite porte finalement, passer par la petite porte, ce n'est pas synonyme de petits résultats en prospection, je vous le garantis. J'espère que ce petit hack partagé avec vous vous sera utile, vous permettra de changer un peu votre regard sur la prospection. J'aimerais terminer cet épisode en vous remerciant vraiment énormément pour l'accueil que vous faites à ce podcast. Et vraiment spécial merci aux personnes qui me le font savoir. Il y a des personnes qui commentent aussi chacun de mes épisodes. Merci à elles, c'est vraiment adorable. Il y a des personnes qui m'écrivent en message privé, sur Insta, sur LinkedIn. Et vraiment, j'insiste là-dessus, mais vous ne savez pas à quel point c'est important d'avoir ces retours-là pour moi, pour me motiver aussi. C'est pas un podcast qui a une réputation de millions d'écoutes. Chaque petite écoute pour moi veut dire des choses. Si vous continuez à m'écouter depuis le début, voilà, ça commence à faire pas mal d'épisodes. Je pense qu'on est au 10e épisode, donc merci à vous. Dites-le moi si vous avez écouté tous les épisodes. Venez me le dire, franchement, ça me ferait vraiment plaisir. Et de savoir qui vous êtes aussi, de sortir un petit peu de l'ombre, juste pour un petit message, soit sur Instagram, soit sur LinkedIn. Vraiment merci si vous le faites parce que c'est trop chouette et ça me donne aussi envie de continuer. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve dans 15 jours pour un prochain épisode. Ciao!